Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Et je vous propose tout de suite de commencer avec les cas inspirés d'une histoire vraie de Madame B. Vous allez voir, vous l'avez déjà rencontrée en consultation. Elle vous est en effet adressée par les collègues rhumatologues pour une perturbation fluctuante évoluant depuis quelques mois de son bilan hépatique. Et elle vous apprend à l'interrogatoire qu'elle a une spondylarthropathie ankylosante traitée de longue date par une biothérapie. Elle est également obèse avec un indice de masse corporelle presque à 35 et elle a une hypertension artérielle, une goutte et un syndrome dépressif, tous trois traités correctement de longue date par des médicaments. Et vous continuez l'interrogatoire, elle vous apprend qu'elle ne prend aucune consommation d'alcool et par contre elle ne fait aucune activité physique. En effet, malgré la prise en charge par les collègues rhumatologues, elle a toujours des douleurs des épaules, du dos et des genoux. À l'examen physique, vous notez une hépatomégalie ferme, sensible, et vous voyez son bilan biologique hépatique qui retrouve une perturbation du bilan hépatique à type d'une cytolyse, une élévation des gamma-GT. Le reste du bilan est normal et l'échographie retrouve, comme vous y attendiez, à avoir une hépatomégalie stéatosique. Vous allez rapidement au fibroscan qui est à 11,5 et vous la biopsiez et vous confirmez la présence d'une NASH avec fibrose en pont. Donc on est dans le dur. Et je vous pose maintenant ces questions. Une évaluation des facteurs de risque cardiovasculaires est utile. Alors, on est des hépatogastroentérologues, on a déjà plein de choses à faire. On ne va peut-être pas se substituer au médecin traitant ou au cardiologue pour la prendre en charge. Et donc, puisque c'est une session interactive, je vous propose de voter. Qui évalue, éventuellement prend en charge les facteurs de risque? On dirait une majorité. D'accord. Alors, l'application de mesures diététiques est inutile si Madame B annonce avoir déjà essayé. Docteur, ne me prescrivez pas un régime, j'en ai déjà fait plein, puis de toute façon, actuellement, je ne mange rien. Vous l'avez déjà eu, hein, je l'avais dit que vous l'aviez déjà vu. Alors, qui va se dire, effectivement, elle ne va pas être très enclin à recevoir positivement les mesures? Qui va s'arrêter là, essayer autre chose, ou qui va essayer de persévérer? Qui persévère? Vous êtes motivé, c'est bien. Le conseil d'augmenter l'activité physique est probablement inutile chez Madame B. Docteur, je ne peux pas marcher, j'ai mal aux genoux. Mais vous pouvez peut-être nager. Ah mais docteur, je ne sais pas nager et c'est pas à mon âge que je vais apprendre. Histoire vraie. Donc, qui dit effectivement côté activité physique, ça va être très difficile de la mettre en mouvement. Qui dit qu'il y a quand même peut-être quelque chose à faire? Où sont les optimistes? Moitié-moitié là quand même. Alors, question plus théorique. Manque d'activité physique et sédentarité sont synonymes. Qui dit oui? Là, 3 disent que c'est synonyme, c'est ça? Donc tous les autres pensez que ce n'est pas synonyme? Ok. Aucun traitement médicamenteux n'a l'AMM, on l'a dit. Bertrand m'a grillé cette question. Okay. Alors, évaluer les facteurs de risque. Moi, je pense que c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première cause des maladies cardiovasculaires, en fait la première cause de décès chez ces patients. La deuxième cause, juste derrière, ce sont les cancers. Et les décès par cause hépatique, c'est seulement la troisième cause. Donc vous voyez que si on veut rendre service à ces patients, il va falloir quand même s'intéresser un peu à une prise en charge globale. Ces données sont retrouvées dans différentes séries dans la littérature. Il est intéressant de noter que durant le congrès, l'équipe de Bordeaux a noté que les cancers étaient la première cause de mortalité dans leur série de patients NAFLD. Néanmoins, le cardiovasculaire garde une place probablement prépondérante. Et donc, je vous engage, comme vous le faites sûrement, à bien rechercher les facteurs de risque du syndrome métabolique. Donc, vous les connaissez, l'obésité, l'hyperglycémie, voire un véritable diabète. Et c'est important de vérifier parce que de temps en temps, vous voyez, les patients au cours du suivi vont monter la glycémie puis franchir le 1,26 fatidique. Et là, il faudra leur annoncer qu'il y a un diabète. C'est parfois difficile à entendre pour le patient, mais il faut que... C'est à vous aussi de participer à ça. Et c'est là qu'on a le rôle pour sensibiliser le médecin traitant et le patient. La dyslipidémie, l'hypertriglycéridémie et la baisse du HDL cholestérol, l'hypertension artérielle. Ces facteurs-là sont souvent déjà pris en charge par le médecin traitant, mais pas toujours. Des fois, c'est un peu négligé. Vous voyez qu'à la marge, c'est pas toujours, le patient n'est pas toujours convaincu. Donc, je pense que c'est notre rôle de pouvoir sensibiliser le patient. Bien sûr, il faut aussi traquer les autres facteurs de risque cardiovasculaires qui ne sont pas dans le syndrome métabolique, comme le tabagisme. Les addictologues y sont particulièrement sensibles. L'élévation du LDL cholestérol qui sera pris en charge selon les scores de risque associés. Et puis, demandez-lui s'il a un antécédent personnel ou familial de coronaropathie parce que ça doit vous mettre en alerte si c'est le cas.
Pour tous ces différents facteurs, bien sûr, vous appliquez les recommandations habituelles et vous pouvez rassurer le généraliste et le cardiologue. Oui, les statines peuvent être utilisées pour la prévention cardiovasculaire chez ces patients. Et en plus, les statines sembleraient présenter un facteur protecteur au niveau hépatique, peut-être en termes de progression de la fibrose, voire même de prévention du carcinome hépatocellulaire. Alors, Madame B, qui a l'air complètement déprimée et vraiment pas convaincue par la proposition des mesures hygiéno-diététiques, je pense que je vais essayer de vous le démontrer qu'elles sont efficaces, à la condition que vous y croyez vous-même. C'est sûr que si vous êtes aussi déprimé qu'elle, vous n'allez pas y arriver. Donc on a besoin de vous, mettez-y de l'énergie. We need you. Alors, manque d'activité physique et sédentarité ne sont pas synonymes. En effet, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. Donc, globalement, si vous bougez, vous faites de l'activité physique, même si ce n'est pas structuré. Et alors, globalement, les enquêtes pratiques, c'est basé sur des questionnaires, donc ce n'est pas toujours très fiable, mais semble dire que seuls 42% des Français auraient un niveau d'activité physique favorable à la santé. Donc vous voyez qu'on est déjà très en retard. Il faudrait remettre la société en marche. Et oui, c'est un problème sociétal. Alors c'est différent de l'inactivité physique et de la sédentarité. L'inactivité physique, c'est un niveau insuffisant d'activité physique, ce qui est différent de la sédentarité. Et là, vous avez un grand nombre d'études qui l'ont démontré. En effet, par définition, la sédentarité, c'est une situation un peu comme ce que vous vivez à l'heure actuellement en m'écoutant, une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée. Et la façon de le mesurer, le plus simple, c'est de regarder le temps passé devant un écran. Alors, si vous lisez, vous êtes aussi sédentaire. Mais c'est vrai que le temps passé devant un écran est assez facile à mesurer. Vous voyez que c'est quand même assez important puisque hors temps de travail, les adultes passeraient 3 à 4 heures sédentaires dans la journée en France. Et donc vous voyez que si vous gagnez du temps de sédentarité et que vous faites de l'activité physique, vous allez pouvoir probablement rendre service aux patients. Alors, on va revenir un peu sur ces mesures hygiéno-diététiques. J'insisterai pas, ça je vous ai mis sur le schéma les 4 grands piliers qu'on suppose à l'heure actuelle pour favoriser la NAFLD. Au niveau génétique, il y a quelques polymorphismes génétiques qui existent, mais bon, on n'est pas encore à l'ère où on va changer nos gènes. La dysbiose intestinale, je vous en parlerai en fin d'exposé, on va se concentrer sur les problèmes environnementaux et personnels. Alors, finalement, vous avez compris qu'il y a 3 éléments qui vont favoriser la NAFLD. Des apports alimentaires inadaptés, souvent trop riches en calories et déséquilibrés au niveau des macronutriments, voire des micronutriments. Un excès de sédentarité et un manque d'activité physique. Tout ça fait le lit de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de l'obésité et des NAFLD. Et donc, en regard de ça, assez facilement, vous imaginez les mesures qu'il peut y avoir, les contre-mesures que vous pouvez appliquer. Donc, mesures diététiques, réduction de la sédentarité, augmentation de l'activité physique. Tout ça pour viser un changement durable du mode de vie. On n'est pas dans l'action ponctuelle. On est dans le changement durable, soutenable du mode de vie. Avec un objectif, si on y arrive, de perdre de poids de 7 à 10% du poids corporel initial. Alors, est-ce que ça marche ? Eh bien, je pense que oui. Cette étude que vous connaissez l'a démontré, étude cubaine publiée dans Gastroentérologie en 2015. Environ 300 patients, essentiellement des femmes obèses, 1 an de suivi, biopsie avant, biopsie après, régime hypocalorique et marche 200 minutes par semaine. Quand c'est soumis à ce rythme-là, les patients perdent plus de 10% du poids du corps. Vous voyez qu'il y a 90% de résolution de la NASH. Quand ces patients ont réussi à perdre 7 à 10% du poids du corps, on a une résolution de la NASH dans 64% des cas. Quand on perd entre 5 à 10% du poids du corps, résolution de la NASH dans 1/4 des cas. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, évidemment, les grincheux vont dire oui, mais globalement, il n'y avait que 30% des patients qui perdaient plus de 5% du poids corporel initial et parmi eux que 58 qui amélioraient l'état hépatique, soit au final que 17% de la cohorte. C'est vrai, mais je vous rappelle quand même que les médicaments ne font pas mieux. Regardez ainsi les résultats de l'acide obéticolique en phase 2 pour la résolution de la NASH dans le groupe acide obéticolique, 22% versus 13 groupes placebo, ce n'était pas significatif. Et avec l'élafibranor qui a fait beaucoup de buzz, phase 2, idem. Groupe à 120 mg, qui est la dose actuellement testée dans la phase 3, 21% versus 17%. Non significatif. Alors, quand on regardait l'élafibranor dans le groupe avec les patients les plus graves, 20% versus 11%. Et là, le petit p sortait significatif après qu'on ait un peu tiré les statistiques. Donc, vous voyez qu'au final,
ce n'est pas demain qu'il faut abandonner les mesures hygiéno-diététiques. À mon avis, même quand on aura un ou plusieurs médicaments efficaces, celles-ci devront toujours être appliquées en curatif, mais surtout peut-être aussi en préventif. Alors comment faire? Eh bien sûr, il faut de l'aide. Seul, on peut ne pas avoir toute la disponibilité pour le faire. Donc je vous conseille d'être aidé par une diététicienne, et j'ai la chance au CHU de Nice de travailler avec une diététicienne qui, vous voyez ici, est très sérieuse quand elle est avec un patient. Elle s'appelle Delphine Tran, et par hasard, elle est championne d'Europe, enfin c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle travaille beaucoup, championne d'Europe de tai chi. Et j'ai l'impression qu'elle met la même détermination à convaincre les patients qu'il faut maigrir qu'à gagner ces championnats. Donc c'est une chance. Il faut que vous trouviez la vôtre près de chez vous. Alors, en pratique, quelles mesures faire? Alors, je ne peux pas entrer dans les détails des mesures diététiques. Je vous renvoie à différentes revues en français ou en anglais qui ont été faites là-dessus. Bien sûr, globalement, il faut proposer une restriction calorique qui doit être faite à la carte, d'où l'intérêt d'avoir une diététicienne qui aura le temps de faire une enquête alimentaire précise, prospective. Il est connu qu'il faut essayer de réduire, le fructose industriel, tout ce qui vous sucre, les sodas et autres préparations industrielles, tout ce qui est acides gras saturés, les acides hydrogénés. Et puis, vous allez pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis, vous allez pouvoir moduler les macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, pour proposer un régime, soit pauvre en graisse, soit pauvre en hydrates de carbone. À ce moment-là, il va être riche en protéines, soit un régime de type méditerranéen. Alors, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Au final, ils ont tous démontré une certaine efficacité pour la perte de poids. Et finalement, alors ils ont quelques avantages. Celui qui est pauvre en graisse peut être plus intéressant à prescrire chez des patients qui ont un LDL cholestérol élevé. Celui qui est pauvre en hydrates de carbone va être intéressant pour des patients qui ont une hypertriglycéridémie. Voilà, donc vous pouvez moduler. Mais le plus important, c'est que vous choisissiez le régime qui fasse la meilleure adhésion du patient. Il faut qu'au long cours, la proposition lui permette d'être tenue. Et globalement, sur ce rythme-là, c'est le régime méditerranéen qui semble le plus facile à observer. Alors, deuxième axe, réduire la sédentarité. Alors, messieurs qui êtes sur l'iPhone, vous pouvez me le donner. Mesdames aussi. Alors, c'est vrai pour tout le monde. Et ça, vous avez des recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, environnement et travail. Enfants, adolescents, adultes, réduisez le temps passé en position assise et interrompez toutes les 90 minutes ces périodes de sédentarité pour vous dégourdir les jambes quelques minutes. Ça améliore la physiologie, c'est recommandé. Activité physique et NAFLD, pourquoi, comment? Alors pourquoi? Eh bien, globalement, vous avez énormément de données dans la littérature européenne et américaine pour démontrer que l'activité physique est bénéfique sur la santé au sens large. À tous les âges de la vie, ça va aider au contrôle du poids, que vous soyez enfant ou adolescent. Ça va, chez l'adulte, diminuer les pathologies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète. Ça va prévenir l'ostéoporose et maintenir l'autonomie des sujets âgés. Ça va améliorer l'état mental et l'anxiété. Ça favorise le sommeil. Bref, ça améliore la qualité de vie. Et finalement, ça diminue la mortalité. Donc, vous voyez que c'est finalement une pilule multi-effet qui n'a pas de problème de tolérance. Et donc, il faut pouvoir la prescrire facilement. Alors, du coup, il y a des recommandations qui viennent d'être faites. Il est recommandé d'augmenter le temps d'activité physique dans tous les contextes de vie, à tous les âges, et c'est minimum 30 minutes par jour pour des adultes, d'activité modérée à intense. Modérée à intense, ça veut dire qu'il faut transpirer, globalement. Vous voyez, donc il faut pouvoir bouger un peu. Modéré, si vous faites un effort, vous êtes capable de parler. Intense, faites un effort où la parole est difficile. Au moins 5 jours par semaine, et en évitant 2 jours sans rien faire. Et enfants, adolescents, ils ont plus de besoins que nous, c'est minimum 60 minutes. Les enfants, il faut les faire bouger. Alors, quelles sont les données de la littérature pour l'activité physique dans la NAFLD? Eh bien, vous voyez qu'il commence à y avoir des données. Alors, on est dans une zone exploratoire. On n'a pas encore atteint la maturité pour savoir tout à fait comment prescrire cela, mais on approche. Il y a pas mal de données qui montrent que, globalement, vous pouvez faire des activités aérobies, par exemple bicyclette ou courir, ou des activités de résistance, si vous faites les poids ou la musculation, à un rythme et une intensité variable. L'intervalle training peut être un élément intéressant. Globalement, dans les études, c'était des interventions activité physique assez courtes, 2 à 4 mois. Mais globalement, elles ont toutes montré un effet anti-stéatose en préventif ou en curatif. En préventif, ça veut dire que des
cohorte au début, patients n'ont pas le foie gras, vous faites 2 groupes, ceux qui bougent pas, eh bien ceux qui bougent développent moins de foie gras que ceux qui ne bougent pas. Et en curatif, ça veut dire qu'on prend 2 cohortes, cette fois ils ont tous le foie gras, et ceux qui bougent pas, eh bien ceux qui bougent régressent la stéatose hépatique. C'est toujours à l'heure actuelle sur des tests non invasifs que cela a été fait, il n'y a pas eu d'études pour évaluer le sport seul avec biopsie hépatique. Comment ça marche? Eh bien, ça marche en améliorant l'insulinorésistance, et ça, c'est bien démontré. Vous voyez, par contre, il n'y a pas d'études au long cours, et ça, je pense que c'est une sphère dont il faudra que l'on s'empare. Et voici ici une donnée de méta-analyse. Vous voyez qu'il y a plusieurs études qui montraient toutes un effet concordant positif de l'activité physique seule. Ça, c'est en dehors de toute mesure diététique associée qui permettent d'améliorer la stéatose hépatique. Donc, finalement, ça a un effet positif sur le foie, même s'il n'y a pas de perte de poids. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, parce que Madame B, qui pourrait être un peu découragée par l'absence de perte de poids sur la balance, eh bien, ne doit pas se décourager parce que l'activité physique peut lui rendre service au niveau hépatique. Alors, chez Madame B, parce qu'elle est toujours là, hein, quelle mesure vous semble la plus efficace? Inscription en salle de sport. Qui dit oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, le problème de la salle de sport, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est souvent un public, ce sont des cours collectifs généralement, plutôt des sujets jeunes en bonne santé, et Madame B, je n'ai pas l'impression qu'elle va beaucoup adhérer. Deuxième proposition, des conseils généraux d'activité physique. D'accord, c'est bien, mais le problème des conseils généraux, c'est que ça reste général. Si ce n'est pas taillé sur mesure, ça marche moins bien, mais ce n'est pas si mal. Mise en vente de sa voiture. Ah, il y en a quand même qui proposent, bravo. Sarah, bravo. Donc, c'est un peu sévère, je trouve, quand même. On ne peut pas aller jusque-là. On n'est pas là pour les embêter. Par contre, prescription d'APA. APA. Quelques mains qui se lèvent. Quesaco, l'APA. Quesaco, c'est du niçois. L'APA, c'est activité physique adaptée. C'est adapté à quoi? Adapté à l'état clinique du patient. Et là, on touche le traitement à la carte. Adapté à la sévérité de là ou des pathologies sous-jacentes, adapté aux ses capacités fonctionnelles et adapté au risque médical du patient. L'APA se prescrit depuis cette année, depuis l'entrée en vigueur journal officiel, 1er mars 2017. Donc on pourra peut-être dans un futur devenir prescripteur d'APA. Alors en pratique, l'APA, c'est la pratique de mouvements corporels dans un contexte d'activité du quotidien. Si je bouge les bras durant la présentation, je vais augmenter mon truc parce que je ne suis pas à 30 minutes par jour. Donc, de loisirs, donc ça vous faites avec les enfants, ce que vous voulez. Le sport, ça c'est une activité physique bien réglementée et qui obéit à des règles éventuellement, mais voilà, vous pouvez faire de l'activité physique sans faire du sport, ou d'exercices programmés comme vous pouvez le faire, vous voyez sur la petite image, chez un physicothérapeute. C'est basé sur l'aptitude et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer. Typiquement le cas de Madame B, qui a ses douleurs, son syndrome dépressif et qui n'a pas l'impression qu'elle va pouvoir bouger beaucoup. Alors, qui peut prescrire de l'APA? Eh bien, qui peut la recevoir? C'est tous les patients en affection longue durée. Qui peut prescrire? C'est le médecin traitant, qui est au cœur du système de santé français. Et c'est lui qui va évaluer les limitations au niveau locomoteur, cognitif, sensoriel et de la douleur. Qui va faire l'APA? Eh bien, là, vous avez différentes catégories professionnelles qui sont listées ici. Vous avez en premier les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, mais ça, ils ont déjà leur activité, leur patientèle, ils sont déjà assez occupés. Et puis, ils sont parfois plus dans la rééducation que vraiment dans la passe. Ils sont un peu débordés, ce ne sera pas facile de faire appel à eux, même si on peut. La catégorie professionnelle qui, à mon avis, va percer, ce sont les diplômés d'APA, que localement on appelle les physicothérapeutes, nouvelle profession avec laquelle je pense qu'il va falloir qu'on travaille. En fait, ce sont des étudiants issus de la filière STAPS, faculté du sport, qui sont diplômés APA Santé. Et vous avez d'autres catégories professionnelles reconnues par l'État qui pourront être qualifiées, qui pourront s'occuper des patients qui auront le moins de comorbidité et le moins de handicap. Seules les catégories 1 et 2 pourront s'occuper des patients les plus sévères. Alors, les risques pour la santé sont limités grâce au respect de certaines précautions élémentaires. Évidemment, un patient qui n'a pas couru depuis, qui n'a rien fait comme activité physique depuis longtemps, vous allez peut-être l'envoyer chez le cardiologue avant de commencer une APA, c'est recommandé. Il faudra un suivi médical adapté et puis il faut un encadrement compétent. Vous voyez les différents outils technologiques qui sont à la disposition des physicothérapeutes pour mesurer la force musculaire avec un dynamomètre, évaluer l'état cardio-respiratoire avec un cardiofréquencemètre et un oxymètre, voir la composition corporelle avec une impédance-métrie et puis mesurer la puissance musculaire développable avec un ergomètre. Quelles sont les limites pour l'instant de l'APA? C'est que ça n'est réservé
pour l'instant qu'à des patients hors ALD. Et la plupart de nos patients NAFLD, s'ils ne sont pas cirrhotiques, ne vont pas requérir de l'ALD. Pour l'instant, c'est presque uniquement par les médecins traitants, donc on n'y a pas accès théoriquement. Et pour l'instant, ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc on a encore un chemin à faire, des lobbying à faire auprès du ministère pour pouvoir accéder à l'APA. Il y a quelques mutuelles qui, sentant l'intérêt pour la santé globale, se mettent à la rembourser. Alors, est-ce que ça marche ? Eh bien, je vous fais part de la petite expérience locale que l'on a faite ici, cette année. On a pris 10 patients qui avaient une NAFLD diagnostiquée à l'échographie et on a fait 2 groupes. 5 qui avaient ma diététicienne championne de tai chi qui les prenait en charge et 5 qui avaient l'APA réalisée avec différentes activités. C'était 2 séances hebdomadaires pendant 9 semaines. On les a évaluées avant et après. Et vous voyez qu'on a une amélioration de la composition corporelle après seulement 9 semaines, avec une diminution de la masse grasse, une augmentation de la masse maigre, une augmentation de la puissance musculaire, ça s'était développé au niveau des quadriceps, droit et gauche. Et puis, élément qui me convainc pas mal, c'est l'amélioration de la glycémie à jeun. Ça veut dire que 9 semaines d'intervention suffisent à améliorer le niveau métabolique. Alors, malheureusement, au niveau du foie, ASAT et ALAT et gamma-GT n'ont pas bougé dans cette étude-là, mais je pense que l'intervention était un peu courte pour le démontrer. J'essaierai de vous le montrer à une prochaine session de la FEF. Alors, on m'a demandé, je pourrais m'arrêter là, je pense que je vous ai dit l'essentiel. On m'a demandé de vous dire que pourrait être l'avenir, et donc très rapidement, je vous en brosse quelques éléments. La modulation du microbiote intestinal, ça semble prometteur. En effet, il est démontré que cette dysbiose intestinale peut être présente au cours de l'obésité et au cours des NAFLD et dans beaucoup d'autres pathologies chroniques. Il y a du LPS qui passe, des fragments bactériens. Il y a différentes stratégies pour moduler cela, des anticorps anti-LPS, et puis la modulation du microbiote avec la diététique, premier élément de modification. Éventuellement les probiotiques, les prébiotiques, les antibiotiques, là on est dans le médicament, et puis éventuellement la transplantation fécale. Pour l'instant, dans la NAFLD, il n'y a rien qui marche vraiment là-dedans, rien qui soit démontré, mais c'est une piste à suivre. Alors, plus exotique, et là je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, les collègues endoscopistes vous en parleront, il y aura peut-être de l'avenir avec les techniques endoscopiques pour perdre du poids. Et là, vous voyez, en fait, on a beaucoup d'imagination dans le monde de l'endoscopie. Ça, c'est tous les ballons qui existent, qui ont été développés en Europe, aux États-Unis, pour avoir un effet restrictif au niveau de l'estomac. Bon, ils peuvent être intéressants en adjonction à d'autres mesures hygiéno-diététiques, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'études vraiment convaincantes sur ces ballons et la NAFLD. Vous avez des choses encore plus farfelues parfois. L'aspiration gastrique a été proposée par les Américains. Alors là, j'avoue, j'adhère pas. Je ne vois pas l'intérêt de se faire aspirer l'estomac. Il vaut mieux moins manger, à mon avis. Mais vous voyez que les endoscopistes manquent pas d'imagination, puisqu'en fait, on essaye de mimer par endoscopie ce que les chirurgiens bariatriciens font avec un grand succès. Et vous avez différentes techniques endoscopiques avec des clips ou avec des points pour essayer de réduire la taille de l'estomac, comme font les chirurgiens avec la sleeve gastrectomie. Là, on fait une sleeve gastroplastie endoscopique. Bon, il n'y a aucune data sur l'intérêt de ces techniques chez les patients avec une NAFLD, mais bon, ça peut peut-être marcher. Ce sera à suivre. Et puis alors là, vous avez l'imagination qui peut déborder. On peut faire un court-circuit avec différents matériaux qui vont court-circuiter tout ou partie de l'estomac, du duodénum et de la première rangée jéjunale avec du matériel qui s'insère dans le cardia ou dans le bulbe. Ce n'est pas toujours bien toléré, ça migre parfois. Bon, ce n'est pas toujours génial. Vous avez une technique peut-être prometteuse, c'est le resurfaçage de la muqueuse intestinale. Ça a fait le buzz il y a 2 ans au Congrès américain du foie. En fait, ça consiste à brûler la surface de l'épithélium duodénal et ça permettrait que ça repousse les villosités intestinales avec une reprogrammation, semble-t-il, pour la production d'entérokines de façon plus adaptée. Bon, il y avait une diminution il y avait une perte de poids, il y avait une baisse des enzymes hépatiques associées sur ce travail préliminaire américain qui n'a pas été publié en full paper pour l'instant. C'est intéressant, à mon avis, c'est bien à surveiller parce que là, il n'y a pas de corps étranger mis dans l'estomac, à suivre. Et puis alors, vous voyez, c'est l'imagination des endoscopistes simplement qui limite les choses, mais ils ont même inventé des fistules grello-gréliques avec 2 endoscopes qui se rencontrent et qui posent 2 clips magnétiques pour faire en fait une communication entre les anses intestinales. Alors, aucune idée sur l'efficacité à long terme, sur la tolérance et sur l'effet sur la NAFLD, mais enfin, vous voyez qu'on n'a pas fini d'inventer des choses pour essayer de mimer les chirurgiens. En conclusion, j'ai surtout voulu vous montrer qu'il fallait appliquer les mesures diététiques avec ténacité. Il fallait réduire la sédentarité, et ça, à mon avis, ce sont des éléments qui sont importants à faire. L'activité physique, c'est vraiment une pilule multi-effet, il faut la prescrire. Je pense que l'APA est vraiment un nouveau domaine de pratique médicale et paramédicale.
Ces modalités dans la nage, pour l'instant, ne sont pas connues, pas prescrites, mais je pense que c'est un domaine à explorer et probablement largement appliqué. Je remercie les gens avec lesquels je travaille, équipe INSERM, et puis je vous engage maintenant que la FEF est terminée à faire une balade, parce que là on a été sédentaire ce matin, donc il faut absolument que vous alliez profiter du beau temps, vous balader sur la promenade des Anglais, vous allez sur le quai des États-Unis et passer par le Vieux-Nice pour acheter quelques mets qui qui seront une illustration du régime méditerranéen qui va vous faire beaucoup de bien. Vous avez les petits farcis, le pain bagna et la soca dégustée, brûlante et bien poivrée. Et puis vous pouvez ramener de l'huile d'olive de chez Alziari, ça fera plaisir à votre famille et à vous. Bonne journée.